Maman découpa la dinde de Thanksgiving et me sourit froidement. Grâce à ta fausse couche, notre lignée familiale reste pure. Les proches éclatèrent de rire tandis que ma sœur tapotait la tête de son fils en disant « Un vrai petit enfant, c'est suffisant, tu ne crois pas ?» Papa ajouta « Enfin, la nature s'est chargée du problème. » Ma tante rit. Au moins, on n'aura pas à faire semblant de s'intéresser à son bébé défectueux. Mon oncle hocha la tête. Les fausses couches arrivent pour une raison. Ma sœur eut un sourire narquois. Peut-être que maintenant tu arrêteras d'essayer de rivaliser avec moi. Quand je me suis mise à pleurer, maman me jeta son vin au visage. Arrête de gâcher le dîner avec tes histoires. Papa me repoussa sur ma chaise. Assieds-toi et tais-toi. Je posai ma fourchette et me levai en silence, sans un mot. Je suis sortie de cette maison pour toujours, mais aucun d'entre eux ne savait que ce serait la fin de leur famille. Le vin gouttelait sur mon menton et sur mon pull en ivoire alors que je me reculais de la table. Le cabernet de ma mère avait laissé des taches sombres sur le tissu, des taches permanentes qui ne partiraient jamais au lavage. Les rires résonnaient encore autour de moi. Le gros rire gras de mon père, le ricanement aigu de ma sœur, les ricanements cruels de ma tante et de mon oncle. 23 personnes étaient assises à cette table, et chacune d'entre elles avait observé mon humiliation avec une satisfaction brillante dans les yeux. Je n'ai pas dit au revoir. Je me suis simplement tournée vers le hall d'entrée, mes talons claquant sur le parquet de la maison où j'avais grandi. Derrière moi, quelqu'un lança une autre blague sur mon utérus brisé, mais je refusai de réagir. La porte d'entrée se referma avec un clic discret qui sembla assourdissant dans sa finalité. La pluie de novembre martelait mon pare-brise alors que j'étais assise dans ma voiture, serrant le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que j'avais perdu le bébé à 14 semaines. 3 semaines de saignements, de crampes et d'un chagrin si profond que j'avais l'impression de me noyer. Mon mari James m'avait aidé à traverser le pire, mais même son amour ne pouvait pas me protéger de la cruauté désinvolte de ma propre famille. La grossesse avait été difficile dès le début. Des nausées matinales qui duraient toute la journée, une fatigue débilitante et une anxiété constante à chaque tiraillement et douleur. Quand les saignements ont commencé un mardi après-midi, je l'ai su avant même que le médecin des urgences ne le confirme. L'échographie n'a montré aucun battement de cœur. Notre fille, que nous comptions appeler Hope, était partie. Je suis rentrée à l'appartement que James et moi partagions en centre-ville, la vision brouillée par les larmes et la pluie. Il m'a accueillie à la porte, l'inquiétude gravée sur ses traits alors qu'il remarquait mon pull taché de vin et mon visage strié de mascara. Ils ont dit ces choses-là? Sa voix tomba à un murmure dangereux alors que je lui racontais le dîner. Ta propre mère t'a jeté du vin au visage? Elle a toujours préféré Nathalie. Le nom de ma sœur avait un goût amer sur ma langue. L'enfant chéri qui leur avait donné un petit-fils, qui avait épousé le bon genre d'homme, qui n'avait jamais causé de problème ni ne les avait jamais embarrassés. James me serra contre lui, la mâchoire crispée. C'en est fini d'eux. De tous. Mais je ne pouvais pas m'arrêter de penser au rire. À la façon dont ma tante avait traité notre bébé de défectueux. Comment mon oncle avait suggéré que les fausses couches étaient le contrôle qualité de la nature. Ma sœur qui souriait narquoisement en insinuant que je rivalisais avec elle pour l'affection de nos parents. Et mon père, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo et m'avait conduite à l'hôtel, me repoussant sur ma chaise comme si je n'étais rien de plus qu'un inconvénient. Le sommeil m'a fui cette nuit-là. Au lieu de cela, je suis restée éveillée, formulant un plan qui devenait plus précis à chaque heure qui passait. Ma famille avait clairement affiché sa position. Ils avaient tracé une ligne dans le sable, et j'avais traversé de l'autre côté. Très bien. Ils voulaient se séparer. Je m'assurerais qu'ils regrettent cette décision pour le reste de leur vie. Le lundi matin arriva, froid et amer. J'ai appelé mon avocat, Jeffrey Mitchell, depuis mon bureau à l'agence de marketing où je travaillais depuis 8 ans. Il s'était occupé de la planification successorale quand James et moi nous étions mariés, ainsi que de quelques contrats pour mon travail de consultante indépendante. Je dois discuter de questions familiales urgentes, lui ai-je dit, prenant rendez-vous pour l'après-midi même. Le bureau de Jeffrey donnait sur la ville,
des baies vitrées offrant une vue sur l'horizon que j'avais autrefois trouvé magnifique. Maintenant, tout semblait terne, sans couleur. Que puis-je faire pour vous? Jeffrey s'installa dans son fauteuil en cuir, un bloc-notes à la main. J'ai tout exposé méthodiquement. Le fonds en fiducie que ma grand-mère avait établi avant sa mort, 2,3 millions de dollars qui devaient être partagés équitablement entre Nathalie et moi lorsque nous aurions toutes les deux 35 ans. J'aurai 35 ans dans 2 mois. L'entreprise familiale, Lancaster Property Management, qui possédait 17 immeubles commerciaux dans 3 États. Mes parents m'avaient promis un poste d'associé une fois que j'aurais 35 ans. La maison du lac à Cedar Ridge qui nous appartenait techniquement à tous les 4, maman, papa, Nathalie et moi, en tant que propriétaires conjoints avec droit de survie. Je veux connaître mes droits légaux exacts concernant chaque actif lié à ma famille, ai-je expliqué. Et je veux comprendre ce qui se passera si je me retire complètement de leur vie. Jeffrey pris des notes, posant des questions pour clarifier les structures de propriété et les documents juridiques. À la fin de notre réunion de 2 heures, j'avais une image claire du champ de bataille. Le fonds en fiducie était blindé. Grand-mère avait été spécifique sur la distribution, et mes parents n'étaient que des fiduciaires sans pouvoir discrétionnaire pour modifier les termes. Quand j'aurai 35 ans le 15 janvier, je recevrai ma part entière, quelle que soit ma relation avec la famille. Le partenariat dans l'entreprise était plus délicat. Rien n'avait été formalisé par écrit, seulement des promesses verbales et de vagues assurances lors des dîners de famille. Sans contrat, je n'avais aucun droit légal. La maison du lac présentait l'opportunité la plus intéressante. En tant que propriétaire conjoint, n'importe lequel d'entre nous pouvait forcer une vente par licitation si nous ne pouvions pas nous entendre sur l'utilisation de la propriété. La maison était dans notre famille depuis 40 ans, renfermant d'innombrables souvenirs et une grande valeur sentimentale. Mes parents détesteraient la perdre. Je veux commencer par rompre tous les liens informels, ai-je dit à Jeffrey. Plus de dîners de famille, plus d'appels téléphoniques, plus de faux-semblants d'unité fonctionnelle. Ensuite, je veux réclamer mon fonds en fiducie dès que j'y serai éligible. Après ça, nous discuterons de la maison du lac. Il hocha lentement la tête. Cela va créer un conflit familial important. Ils ont créé le conflit quand ils se sont moqués de ma fille morte au dîner de Thanksgiving. Les mots pesaient lourdement dans l'air entre nous. L'expression de Jeffrey passa d'une neutralité professionnelle à quelque chose qui ressemblait à de la sympathie. Je préparerai les documents nécessaires, dit-il doucement. Le week-end de Thanksgiving passa, laissant place à décembre. J'ai bloqué les numéros de téléphone de mes parents, ainsi que celui de Nathalie et de tous les autres proches présents à ce dîner. James a soutenu entièrement ma décision, même si sa propre famille exprimait son inquiétude face à la rupture. Ils sont toxiques, a dit ma belle-mère, Patricia, lors d'un dîner dominical chez eux. Tu ne dois l'accès à ta vie à personne, surtout après ce qu'ils ont fait. Noël approchait avec son cortège habituel de décorations et de chants. J'ai reçu un message vocal de ma mère. Elle avait appelé le téléphone de James car le mien ne répondait pas, exigeant de savoir pourquoi je faisais une crise et punissais la famille pour quelques blagues. Le message se terminait par une menace. Si je ne m'excusais pas d'avoir quitté le dîner de Thanksgiving, je ne serais pas la bienvenue à Noël. Je l'ai supprimé sans répondre. Le 15 janvier, l'aube était claire et froide. Mon 35e anniversaire. James a pris sa journée et nous sommes allés ensemble au bureau de Jeffrey, ma main serrée dans la sienne. La distribution du fonds en fiducie avait été organisée des semaines à l'avance. Jeffrey m'a fait relire les documents une dernière fois avant que je signe. À midi, 1,15 million de dollars avaient été transférés sur mes comptes personnels. Votre sœur reçoit sa part simultanément, expliqua Jeffrey. Le fiduciaire est tenu d'en informer les 2 bénéficiaires, ce qui signifiait que mes parents savaient maintenant que j'avais réclamé mon héritage. J'imaginais le visage de ma mère en apprenant que j'avais pris l'argent sans aucune consultation familiale. Cette pensée m'apporta une sombre satisfaction. 2 jours plus tard, une lettre recommandée arriva à notre appartement. L'écriture de mon père sur l'enveloppe. James me regarda l'ouvrir, prêt à intervenir si nécessaire. La lettre était prévisiblement horrible. Papa m'accusait d'être égoïste,
ingrate et vindicative. Il prétendait que j'avais volé mon héritage au lieu de consulter la famille au sujet de « notre argent ». Il exigeait que je restitue les fonds pour qu'ils soient redistribués équitablement selon les « besoins familiaux actuels ». La lettre se terminait par un ultimatum. Rendre l'argent dans les 30 jours ou être définitivement renié. Ils ne comprennent vraiment pas comment fonctionnent les fonds en fiducie, n'est-ce pas, observa James, lisant par-dessus mon épaule. Ou alors il parie sur le fait que je ne comprends pas mes droits légaux. J'ai replié soigneusement la lettre. Quoi qu'il en soit, ils sont sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse. J'ai rédigé une réponse avec l'aide de Jeffrey. Courte, professionnelle, dévastatrice. Cher père, le fonds en fiducie établi par grand-mère a été légalement distribué selon ses volontés explicites. Je n'ai aucune obligation, légale ou autre, de restituer des fonds qui me reviennent de droit. Votre menace de me renier est notée et acceptée. Considérez notre relation comme définitivement rompue. Quant aux besoins familiaux actuels, je vous suggère d'en discuter avec Nathalie, dont la part de l'héritage correspondait à la mienne. Dollar pour dollar. Je l'ai signé sans sentimentalisme et l'ai envoyé en recommandé avec accusé de réception. Les 30 jours passèrent. Mon père n'a jamais mis sa menace à exécution, probablement parce qu'il a réalisé que je les avais déjà reniés la première. Aucune autre lettre n'arriva. Aucune action en justice ne se matérialisa, juste le silence, ce qui me convenait parfaitement. La semaine après avoir envoyé la lettre, quelque chose d'intéressant s'est produit au travail. Ma patronne, Sharon Feldman, m'a appelé dans son bureau avec une opportunité que je n'avais pas anticipée. L'un de nos plus gros clients, une société de promotion immobilière appelée Titanium Venture, cherchait un consultant senior pour superviser sa campagne de rebranding. Le contrat valait $340 000 sur 18 mois. Je te recommande pour le poste, dit Sharon en faisant glisser la proposition sur son bureau. Tu as l'expérience, le portfolio, et franchement, tu es la seule personne de mon équipe à qui je confierais quelque chose d'aussi prestigieux. Le moment semblait presque prophétique. Pendant que ma famille se débattait pour sauver son empire en ruine, ma carrière atteignait de nouveaux sommets. J'ai accepté le poste cet après-midi-là, et, à la fin de la semaine, je rencontrai l'équipe de direction de Titanium pour discuter de leur vision. La directrice principale, une femme brillante nommée Catherine Wells, me rappelait inconfortablement ma mère, même cheveux blonds soigneusement coiffés, même garde-robe de créateur, même air de supériorité maîtrisée. Mais là où les critiques de ma mère avaient toujours été personnelles et blessantes, les retours de Catherine étaient professionnels et constructifs. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend l'héritage, expliqua Catherine lors de notre première session de stratégie. Notre entreprise est une entreprise familiale depuis 3 générations, et nous nous préparons à entrer en bourse. Le rebranding doit honorer notre histoire tout en nous positionnant pour l'avenir. L'héritage familial. L'ironie ne m'a pas échappé. Je me suis jeté dans le projet Titanium avec une intensité qui a surpris même James. Nuit tardive au bureau, week-end de brainstorming, révision sans fin de supports marketing et de chartes graphiques. Le travail est devenu un exutoire productif pour la rage qui couvait encore sous mon calme apparent. La rencontre avec Dana en février m'avait armé d'informations, mais il m'en fallait plus. J'ai engagé un détective privé, une recommandation de Jeffrey, pour documenter toute l'étendue de l'effondrement financier de mes parents. Il s'appelait Frank Castellano, un ancien détective de police spécialisé dans la recherche d'actifs et les enquêtes financières. « Que cherchez-vous exactement ?» demanda Frank lors de notre première consultation. « Tout. Propriété, dettes impayées, partenariats commerciaux, prêts personnels. Je veux un tableau financier complet de Lancaster Property Management et des actifs personnels de mes parents. » Le rapport de Frank est arrivé 3 semaines plus tard, un dossier épais contenant bien plus d'informations que Dana n'en avait fourni. La situation était pire que je ne l'avais imaginé. Mes parents n'avaient pas seulement pris de mauvaises décisions commerciales, ils avaient agi de manière frauduleuse dans certaines de leurs transactions. 2 des propriétés commerciales avaient été doublement hypothéquées, mon père n'ayant pas divulgué les privilèges existants lors de la souscription de prêts supplémentaires. Il avait falsifié les taux d'occupation sur les demandes de prêt,
affirmant que les immeubles étaient loués à 90% alors que l'occupation réelle oscillait autour de 40%. Les registres comptables de l'entreprise montraient des irrégularités systématiques remontant à 5 ans. Votre père pourrait faire face à des accusations criminelles si les créanciers décident de poursuivre, nota Franck lors de notre réunion de suivi. Fraude électronique, fraude bancaire, peut-être évasion fiscale, selon ce que l'IRS trouvera. Je suis resté avec cette information pendant plusieurs jours, la tournant et la retournant dans mon esprit comme un Rubik's Cube. Une partie de moi, celle qui se souvenait encore d'être la petite fille à son papa, l'enfant qu'il poussait sur une balançoire et à qui il apprenait à pêcher, se sentait mal à l'idée qu'il puisse être emprisonné. Mais une plus grande partie, celle qui avait senti le vin couler sur son visage pendant que ses proches riaient, ne ressentait qu'une froide satisfaction. Je ne l'ai pas dénoncé. Cela aurait été trop actif, trop proche de la vengeance. Au lieu de cela, j'ai simplement attendu. Finalement, les créanciers trouveraient eux-mêmes les divergences. Finalement, le château de cartes s'effondrerait complètement. Je n'avais pas besoin de pousser. La gravité s'en chargerait. Pendant ce temps, le projet Titanium dépassait toutes les attentes. Catherine Wells envoyait régulièrement des emails louant mon travail, et le conseil d'administration de l'entreprise approuvait toutes mes recommandations. Mi-mars, nous avions terminé le déploiement préliminaire de la marque, et les premières études de marché montraient une réponse exceptionnelle des consommateurs. « Vous avez un vrai don pour ça », m'a dit Catherine lors d'un déjeuner dans un bistrot chic du centre-ville. « Avez-vous déjà envisagé de créer votre propre cabinet de conseil ? Avec votre expérience, vous pourriez facilement créer une entreprise à 7 chiffres en 2 ans. » La suggestion s'est plantée dans mon esprit, a pris racine et a grandi. Ma propre entreprise, une autonomie complète, la liberté des hiérarchies d'entreprise et des politiques de bureau. L'argent de l'héritage pourrait servir de capital de départ, finançant la première année d'exploitation pendant que je me constituais une clientèle. J'en ai discuté avec James ce soir-là au dîner. « Tu serais incroyable », dit-il immédiatement. « Tu fais déjà le travail. Autant en récolter tous les bénéfices financiers au lieu d'enrichir Sharon. C'est risqué, surtout maintenant avec tout ce qui se passe. » James et moi avions recommencé à essayer d'avoir un autre bébé en mars, tous les deux terrifiés et pleins d'espoir à la fois. Les médecins nous avaient donné le feu vert, nous assurant que mon corps avait suffisamment guéri et qu'il n'y avait aucune raison médicale de s'attendre à une autre perte. Le fonds en fiducie nous donne un coussin, a souligné James. Nous pouvons nous permettre de prendre des risques calculés. Et honnêtement, tu es malheureuse de travailler pour quelqu'un d'autre. Tu es malheureuse depuis des années. Il n'avait pas tort. J'étais restée dans cette agence de marketing par inertie et par peur, me convainquant que la stabilité comptait plus que la satisfaction. Mais la stabilité était une illusion. Ma famille m'avait appris que tout pouvait s'effondrer en un instant. Les relations pouvaient se briser au cours d'un seul dîner, et la seule personne sur qui on pouvait vraiment compter, c'était soi-même. En avril, j'avais pris ma décision. J'ai donné un préavis de 6 semaines à Sharon, terminant le projet Titanium et transférant mes autres clients avant mon départ. J'ai enregistré mon entreprise, Hartley Consulting Group, du nom de ma grand-mère et en utilisant mon nom de jeune fille que j'avais gardé professionnellement, et j'ai trouvé des bureaux dans un quartier d'entrepôt rénové du centre-ville. La nouvelle est parvenue à ma famille d'une manière ou d'une autre. Dana a appelé pour me prévenir que Nathalie racontait à tout le monde que j'avais été licenciée, que le vol de l'héritage avait ruiné ma réputation, qu'aucune entreprise légitime ne m'embaucherait maintenant. « Laisse-la parler », ai-je dit à Dana. Ces mots ne peuvent plus m'atteindre. Démarrer l'entreprise a exigé une concentration féroce et un réseautage acharné. J'ai contacté d'anciens clients, participé à des conférences de l'industrie, appelé à froid des cadres d'entreprise avec lesquels je voulais travailler. Catherine Wells est devenue ma première cliente officielle, signant un contrat de $200 000 par an pour des conseils continus en stratégie de marque. 3 autres clients ont suivi en quelques semaines. En mai, Hartley Consulting Group générait des revenus qui dépassaient mon ancien salaire. En juin, j'avais embauché ma première employée, une jeune designer talentueuse nommée Meredith, qui apportait des perspectives nouvelles et un enthousiasme sans borne à chaque projet. Début juillet,
2 lignes roses sont apparues sur un test de grossesse. James et moi l'avons regardé ensemble, la joie se mêlant à la terreur. Après tout ce que nous avions traversé, aucun de nous ne pouvait tout à fait croire que cela se reproduisait. Nous allons être prudents, a dit James en me serrant contre lui. Chaque précaution, chaque test, tout ce que les médecins recommanderont. La première échographie à 8 semaines a montré un battement de cœur fort. Nous avons tous les deux pleuré dans la salle d'examen, nous tenant l'un l'autre pendant que la technicienne nous laissait un peu d'intimité. Cette fois-ci, c'était différent, pas plus facile, mais en quelque sorte plus ancré dans la réalité. Nous connaissions les risques. Nous avions survécu au pire, et nous allions de l'avant. La grossesse a progressé prudemment, chaque étape étant un petit miracle. 12 semaines, 16 semaines, 20 semaines. Lorsque l'échographie a révélé que nous attendions une fille, James m'a serré la main si fort pendant ce rendez-vous que j'ai perdu la circulation dans mes doigts. Nous pleurions tous les deux de soulagement et de joie. Devrions-nous le dire aux gens, demanda-t-il après, craignant de porter la poisse. Juste aux gens qui comptent, ai-je répondu. Nous avons organisé une petite réunion dans notre appartement. La famille de James, une poignée d'amis proches, Meredith du travail. Ma belle-mère a apporté des cupcakes roses et une couverture de bébé tricotée à la main. La sœur de James a organisé une collection de livres pour enfants, chacun signé par un invité différent, avec un message personnel pour notre fille. L'absence de ma propre famille n'a pas créé de vide. Au contraire, leur absence a rendu la soirée plus douce, non entachée par la tension et les critiques qui auraient inévitablement accompagné leur présence. Fin juin, j'ai reçu un email inattendu de mon oncle, celui qui avait dit que les fausses couches arrivaient pour une raison au dîner de Thanksgiving. L'objet était « Réconciliation familiale ». J'ai failli le supprimer sans le lire, mais la curiosité l'a emporté. L'email était 8 paragraphes de manipulation déguisés en excuses. Il prétendait que tout le monde était stressé ce jour-là, que les blagues avaient été mal comprises, que je réagissais de manière excessive à ce qui était censé être une plaisanterie familiale légère. Il suggérait que je laissais les hormones et le chagrin obscurcir mon jugement. Le dernier paragraphe révélait sa véritable motivation. Il voulait que je renonce à l'action en partage de la maison du lac, affirmant que la vente détruirait de précieux souvenirs de famille. J'ai transféré l'email à Jeffrey sans répondre. Classique d'Arvo, commenta Jeffrey lorsque nous avons parlé plus tard dans la journée. Nier, attaquer, inverser les rôles de la victime et de l'agresseur. Il essaie de recadrer votre colère justifiée en hystérie féminine irrationnelle. Ça ne marchera pas, je ne pense pas, mais documentez tout. S'il passe au harcèlement juridique, nous aurons besoin de preuves de ce schéma. Ils n'ont pas escaladé juridiquement. Au lieu de cela, ils ont essayé la pression sociale. Ma tante, celle qui avait ri de ne pas avoir à faire semblant de s'intéresser à mon bébé défectueux, a commencé à appeler les parents de James, pleurant sur la façon dont j'avais abandonné la famille, comment je punissais tout le monde pour un désaccord mineur. Patricia l'a immédiatement rembarré. Ce qui s'est passé à ce dîner n'était pas mineur, et vous le savez. Ma belle-fille ne vous doit rien. La tentative de manipulation a échoué, mais elle a révélé à quel point ils étaient devenus désespérés. La vente de la maison du lac se poursuivait comme prévu, et ils n'avaient aucun moyen de l'arrêter. La propriété suscitait déjà un intérêt considérable de la part des acheteurs, avec 3 familles demandant une deuxième visite dès la première semaine de mise en vente. Un acheteur potentiel, un chirurgien à la retraite de l'Ohio, a fait une offre quelques jours après la première visite. Sa femme était tombée amoureuse du porche enveloppant et de la vue sur le lac depuis la chambre principale. Il payait comptant, ce qui signifiait une clôture rapide sans condition de financement. L'agent immobilier m'a appelé personnellement pour discuter de l'offre. C'est une offre solide, a-t-elle dit. 900 000 $, tout en espèces, clôture en 30 jours. Mais je dois demander, êtes-vous absolument certaine de cette vente ? Les autres propriétaires ont été très clairs sur leurs objections. Je suis certaine, ai-je répondu. Les autres propriétaires ont eu toutes les chances de racheter ma part. Ils ont choisi de ne pas le faire. Je voulais juste confirmer. Je vais présenter la contre-offre aux acheteurs.
Nous avons contre-offert à 915 000 $, nous attendant à une négociation. Les acheteurs ont accepté en moins de 2 heures. Apparemment, la femme du chirurgien avait déjà mentalement décoré chaque pièce et n'était pas prête à risquer de perdre la propriété pour 15 000 $. La clôture était prévue pour début août. Je n'y ai pas assisté en personne. Jeffrey s'est occupé de tout par procuration. Je n'avais aucune envie de m'asseoir dans une salle de conférence avec mes parents, feignant la civilité tout en démantelant légalement ce qui restait de nos liens familiaux. Les documents ont été signés, l'argent transféré, et comme ça, 40 ans d'été de la famille Lancaster à Cedar Ridge appartenaient à quelqu'un d'autre. J'ai passé juillet à me préparer à l'arrivée du bébé et à développer mon entreprise. 2 nouveaux clients ont signé des contrats, tous 2 recommandés par Catherine Wells, qui était devenue une mentor et une avocate inattendue. Nous avons embauché un 2e employé, un chef de projet expérimenté nommé Thomas, qui a apporté des compétences organisationnelles qui équilibraient le chaos créatif de Meredith. La grossesse a atteint 30 semaines, puis 35, chaque jour ressemblant à du temps emprunté compte tenu de mon histoire. Les spécialistes des grossesses à haut risque continuaient de tout surveiller de près, ajustant les médicaments et programmant des échographies hebdomadaires pour s'assurer que le bébé se développait bien. Tout semble parfait, nous a dit le docteur Morrison lors du rendez-vous de la 36e semaine. Votre fille a une taille tout à fait normale. Le placenta fonctionne à merveille, et tous les indicateurs suggèrent que vous irez à terme. Je voulais la croire, mais la peur avait creusé une place permanente dans ma poitrine. Chaque nuit, je restais éveillée à compter les coups, terrifiée que le silence signifie la catastrophe. James posait sa main sur mon ventre, sentant les mouvements de notre fille, me rassurant qu'elle était forte, en bonne santé et bien réelle. La maison du lac s'est vendue début août pour 915 000 $, légèrement au-dessus du prix demandé déjà augmenté en raison d'enchères concurrentielles. Après les frais d'agence et les frais de clôture, ma part s'élevait à 228 750 $. Le chèque est arrivé par courrier recommandé. Un autre morceau d'argent extrait de l'épave de mes relations familiales. Dana a envoyé un texto. Ta mère a pleuré pendant 3 jours d'affilée. Ton père ne parle à personne. Nathalie fait comme si elle s'en fichait, mais elle est dévastée. J'ai lu le message 2 fois, puis je l'ai supprimé. Leur douleur n'était pas ma responsabilité. Ils avaient fait leur choix à cette table de Thanksgiving, et les conséquences les avaient simplement rattrapés. J'ai perdu les os à 39 semaines et 2 jours, un mardi matin à la mi-septembre, alors que j'examinais des propositions de clients à la table de la cuisine. James est passé en mode crise efficace, attrapant le sac d'hôpital que nous avions préparé des semaines plus tôt et m'aidant à monter dans la voiture avec des mains fermes malgré la panique dans ses yeux. Le travail a duré 14 heures, chaque instant chargé de la terreur que quelque chose aille mal, que nous la perdions à la dernière seconde possible, que l'univers trouve un moyen de nous enlever cela aussi. Mais le docteur Morrison est resté calme tout du long, surveillant tout, nous assurant que le bébé gérait magnifiquement le travail. Et puis elle était là. Grace Eleanor Hartley, 3,29 kg, criant avec une capacité pulmonaire impressionnante. Nous avions choisi le nom de Grace délibérément, un mot signifiant bénédiction, pardon, beauté donnée librement. Elle était tout cela et plus encore. Ils l'ont placée sur ma poitrine, cette petite créature parfaite que nous avions tant lutté pour mettre au monde, et quelque chose de fondamental a changé dans ma compréhension de l'amour. James pleurait. Je pleurais. Les infirmières avaient les larmes aux yeux. Patricia et William sont arrivés dans l'heure, apportant des fleurs, des peluches et un enthousiasme de grands-parents débordant. Elle est absolument parfaite, a murmuré Patricia, touchant la petite main de Grace avec une douceur révérencieuse. Mes parents n'ont jamais su qu'elle existait. Ni Nathalie, ni ma tante et mon oncle, ni aucun des parents qui avaient ri au dîner de Thanksgiving. Ils vivaient dans leur univers séparé, et nous vivions dans le nôtre, et jamais les deux ne se rencontreraient. Les retombées sont arrivées plus vite que prévu. Ma mère a appelé le bureau de James, réussissant d'une manière ou d'une autre à contourner sa réceptionniste, et a laissé un message vocal hurlant sur ma trahison et ma cruauté. Nathalie a envoyé une série de SMS de plus en plus délirants à mon email professionnel, me traitant de voleuse et menaçant d'une action en justice.
Ma tante, celle qui avait ri de ne pas avoir à faire semblant de s'intéresser à mon bébé défectueux, a envoyé un message sur Facebook suggérant que je consulte un psychiatre. J'ai tout documenté. Capture d'écran, messages vocaux enregistrés, emails imprimés. Jeffrey a conseillé de créer un dossier complet au cas où les choses s'envenimeraient. Vous vous en sortez remarquablement bien avec tout ça, a-t-il commenté lors de l'un de nos bilans hebdomadaires. Je suis en colère. Je l'admets. Furieuse, en fait. Mais je la canalise de manière productive. Février a apporté des développements inattendus. Ma cousine Dana, quelqu'un que j'avais toujours apprécié malgré la participation de ses parents au désastre de Thanksgiving, m'a contacté par l'intermédiaire d'un ami commun. Pourrions-nous nous voir pour un café ? Elle avait des informations que je devais entendre. Nous nous sommes rencontrés dans un café loin du quartier de mes parents. Dana avait l'air nerveuse, remuant son latte avec une vigueur inutile. Tes parents ont des problèmes financiers, dit-elle sans préambule. De sérieux problèmes. La société de gestion immobilière perd de l'argent. 3 de leurs plus gros locataires commerciaux n'ont pas renouvelé leur baux, et les immeubles sont vides. Ils ont utilisé les distributions du fonds en fiducie comme garantie pour des prêts, en supposant qu'ils auraient accès à ton argent et à celui de Nathalie quand vous auriez 35 ans. Les pièces du puzzle se sont assemblées. L'urgence dans la lettre de mon père, l'hystérie de ma mère à propos de la trahison. Ils comptaient sur mon argent pour sauver leur entreprise en faillite. C'est grave à quel point, ai-je demandé. Assez grave pour qu'ils envisagent la faillite. Dana se pencha en avant. Ils l'ont caché à tout le monde. La banque menace de saisir 2 propriétés. Ton père a pris une 2e hypothèque sur la maison familiale. Ils sont désespérés. Ils pensaient que j'allais simplement leur donner mon héritage pour les renflouer. Ils supposaient que tu le ferais. Oui. Surtout après. Dana s'interrompit, incapable de finir. Après qu'il m'ait convaincu que je ne valais rien au dîner de Thanksgiving. Elle tressaillit. Je suis désolée de n'avoir rien dit ce soir-là. J'aurais dû te défendre. Tu dis quelque chose maintenant. C'est ce qui compte. Dana a fourni plus de détails, l'étendue de la dette, les créanciers qui rôdaient, le fait que mes parents avaient apparemment promis à Nathalie une plus grande part de mon héritage si elle aidait à me convaincre de le rendre. Les SMS de ma sœur prenaient soudain plus de sens. J'ai remercié Dana pour l'information et je suis allée directement au bureau de Jeffrey. Nous allons de l'avant avec le partage de la maison du lac, lui ai-je dit. Ses sourcils se haussèrent. Vous êtes sûr ? Compte tenu de leur situation financière actuelle, cela pourrait être le coup de grâce. Je suis absolument certaine. La notification légale est arrivée chez mes parents début mars. J'exerçais mon droit en tant que copropriétaire de forcer une vente par licitation de la maison du lac de Cedar Ridge. S'ils voulaient la garder, ils devraient racheter ma part de 25% à sa juste valeur marchande. S'ils ne le pouvaient pas, la propriété serait vendue sur le marché libre et le produit serait divisé en conséquence. La maison avait été estimée à $890 000. Ma part, $222 500. Mon père a de nouveau appelé le bureau de James. Cette fois, James a répondu. Dites à votre femme qu'elle détruit cette famille, a crié papa assez fort pour que je l'entende de l'autre côté de la pièce. James a mis l'appel sur haut-parleur. En fait, monsieur, vous avez détruit votre famille quand vous avez jeté du vin au visage de votre fille et que vous vous êtes moqué de sa fausse couche. Elle ne fait que protéger ses intérêts légaux. Cet argent pourrait sauver notre entreprise. Est-ce qu'elle ne se soucie pas de l'héritage de sa famille ? L'héritage de la cruauté et de l'humiliation ? La voix de James est restée calme. Non, elle ne se soucie pas de préserver cela. Mon père a raccroché. 20 minutes plus tard, Nathalie a appelé de son propre téléphone. S'il te plaît, a dit ma sœur, la voix brisée. Je sais que ce que nous avons dit était horrible. Je sais que nous t'avons blessé, mais maman et papa pourraient tout perdre. L'entreprise, la maison, leur retraite. Tu dois aider. Je n'ai rien à faire du tout. Je t'en supplie, pour mon fils, ton neveu. Il perdrait la maison de ses grands-parents.
Tous les souvenirs. Le même neveu dont tu as utilisé l'existence pour m'insulter? La colère que j'avais contrôlée a explosé. Le vrai petit enfant qui prouvait que j'étais inférieure. Ce neveu-là? Nathalie est restée silencieuse. Vous avez fait votre choix à Thanksgiving, ai-je continué. Vous avez choisi la cruauté. Vous avez choisi de me blesser quand j'étais au plus bas. C'était vos décisions. Et maintenant, vous devez vivre avec les conséquences. Nous sommes une famille. Non. Une famille ne fait pas ce que vous avez fait. Une famille ne célèbre pas le chagrin de quelqu'un. Une famille ne se moque pas d'un bébé mort. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Avril a apporté l'inévitable. Mes parents ne pouvaient pas se permettre de racheter ma part de la maison du lac. La propriété a été mise sur le marché, affichée à 899 000 $ pour assurer une vente rapide. Elle s'est vendue en 3 semaines à un couple de retraités de l'Ohio qui prévoyait de l'utiliser comme maison de vacances. Ma part du produit, 224 750 $ après les frais de clôture. La vente a dévasté ma mère. Selon Dana, qui avait maintenu le contact malgré la désapprobation de ses parents, maman avait pleuré pendant des jours la perte de la maison du lac où elle et papa avaient passé leur lune de miel, où Nathalie et moi avions appris à nager, où 4 décennies de souvenirs d'été s'étaient accumulés. Je n'ai rien ressenti. Lancaster Property Management a déposé le bilan en mai. Le processus de restructuration a été brutal et public, largement couvert par la presse économique locale. La mauvaise gestion de mon père est devenue un sujet de commérage dans l'industrie. La banque a saisi 2 propriétés. 6 employés ont perdu leur emploi. Le mari de Nathalie, Trevor, l'a quitté en juin. Selon le dossier de divorce devenu public, il a invoqué des différends irréconciliables et des fausses déclarations financières. Apparemment, Nathalie avait complété son style de vie avec des prêts de ses parents, des prêts qui ne pourraient jamais être remboursés. Trevor n'avait découvert l'étendue de sa dette qu'après le dépôt de bilan. La procédure de divorce fut apparemment brutale. Dana mentionna dans un bref texto que les avocats de Trevor avaient découvert des années de dettes de cartes de crédit cachées, des prêts personnels non divulgués, et un style de vie entièrement entretenu par de l'argent emprunté. Nathalie a essayé de lui cacher plus de 200 000 $ de dettes personnelles, écrivit Dana. Carte de crédit au maximum pour des vêtements de créateurs, des vacances de luxe qu'elle postait sur Instagram, une Mercedes qu'elle ne pouvait pas se permettre. L'avocat de Trevor a présenté des relevés bancaires montrant que vos parents payaient ces mensualités minimales depuis 3 ans. L'ironie était presque poétique. Nathalie, qui s'était moquée de moi à Thanksgiving, qui avait tapoté la tête de son fils en le déclarant le « vrai petit enfant », avait été tout aussi dépendante financièrement de nos parents qu'ils m'avaient accusé de l'être. Sauf que je ne leur avais jamais rien demandé. J'avais simplement réclamé ce qui m'appartenait légalement. Ma sœur a réemménagé chez nos parents, vivant désormais dans une location exiguë après avoir perdu la maison familiale suite à une saisie. Elle a emmené mon neveu, dont l'enfance privilégiée s'était brusquement terminée. J'ai appris ces détails par Dana et par les archives publiques, pas par contact direct. La famille avait cessé de tenter de me joindre après la vente de la maison du lac. Le pont qui avait autrefois existé entre nous avait été si complètement brûlé que même les cendres n'en restaient plus. James et moi avons utilisé une partie de mon héritage comme acompte sur une maison dans un quartier calme de l'autre côté de la ville. 3 chambres, un jardin avec des arbres fruitiers, une chambre de bébé peinte en jaune pâle avec des garnitures blanches. Nous avons recommencé à essayer pendant l'été, cette fois avec un spécialiste des grossesses à haut risque qui surveillait tout attentivement. En août, 2 lignes roses sont apparues sur un test de grossesse. Cette fois, je ne l'ai pas dit à ma famille. Ils avaient perdu le droit de connaître ma vie au moment où ils avaient choisi la cruauté plutôt que la compassion. J'ai partagé la nouvelle avec les parents de James, avec mes amis proches, avec les collègues qui avaient envoyé des fleurs après ma fausse couche. Les gens qui s'en souciaient vraiment. Ma grossesse a progressé prudemment, chaque semaine une petite victoire. Le spécialiste me surveillait de près, ajustant les médicaments et les protocoles au besoin. James venait à chaque rendez-vous, me tenant la main pendant les échographies et les prises de sang. Octobre a amené une visiteuse inattendue.
Nathalie est apparue à mon bureau, contournant d'une manière ou d'une autre la sécurité de l'immeuble. Mon assistante m'a appelé en panique. Il y a une femme ici qui prétend être votre sœur. Elle ne veut pas partir. J'aurais pu appeler la sécurité. Au lieu de cela, la curiosité l'a emportée. Nathalie avait l'air terrible. Des cernes sous les yeux, les cheveux tirés en une queue de cheval désordonnée, des vêtements qui flottaient sur une silhouette qui avait perdu trop de poids. Elle serrait son sac à main comme une bouée de sauvetage. 5 minutes, ai-je dit en lui désignant une chaise. Je suis désolée, les mots sont sortis, précipités et désespérés. Pour tout. Pour Thanksgiving, pour ce que j'ai dit sur ton bébé, pour ne pas t'avoir défendu, pour avoir choisi Trevor et maman et papa plutôt que toi. Je suis désolée. J'ai attendu, ne disant rien. J'ai tout perdu, a-t-elle continué. Mon mariage, ma maison, mon sentiment de sécurité. Trevor m'a tout pris dans le divorce. Je vis avec maman et papa dans une location qui coûte plus cher que ce qu'ils peuvent se permettre. L'entreprise de papa est ruinée. Nous survivons à peine. Et tu penses que ça m'intéresse parce que... Le visage de Nathalie s'est décomposé. Point parce que je suis ta sœur. Parce que nous avons grandi ensemble. Parce que la famille est censée compter. Tu as absolument raison. La famille est censée compter. Je me suis levée, signalant la fin de la conversation. Ce qui rend ce que tu as fait encore plus impardonnable. Tu n'étais pas une étrangère à Thanksgiving. Tu étais ma sœur, et tu as choisi de participer à mon humiliation au pire moment de ma vie. Tu n'as pas le droit de revendiquer la famille maintenant que c'est pratique pour toi. S'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Maman et papa ont besoin d'aide. Nous allons perdre. Je me fiche de ce que vous perdez. Les mots sont sortis froids et définitifs. Vous avez déjà perdu la seule chose qui comptait. Vous m'avez perdu. La sécurité a escorté Nathalie hors du bâtiment. Je l'ai regardée depuis la fenêtre de mon bureau traverser le parking, les épaules secouées de sanglots. Ce soir-là, j'ai raconté la visite à James. Penses-tu que tu leur pardonneras un jour, a-t-il demandé, sa main reposant doucement sur mon ventre qui s'arrondissait. J'ai réfléchi attentivement à la question. Le pardon impliquait un désir de réconciliation, un chemin de retour vers une relation. Mais certains ponts, une fois brûlés, ne pouvaient être reconstruits. Je ne pense pas que le pardon soit le bon cadre, ai-je dit lentement. J'ai laissé partir la colère parce que s'y accrocher était toxique. Mais laisser partir ne signifie pas les laisser revenir. Cela ne signifie pas me soumettre, moi ou nos enfants, à des personnes qui ont prouvé qu'elles étaient capables d'une profonde cruauté. Notre fille est née en mars, hurlante, en bonne santé et absolument parfaite. Nous l'avons nommée Hope, en souvenir du bébé que nous avions perdu. Les parents de James étaient là en quelques heures, apportant des fleurs et des larmes de joie. Mes amis sont venus nous rendre visite, apportant des repas, des vêtements de bébé et un bonheur sincère. Ma famille n'a jamais su que j'avais déménagé, changé de numéro de téléphone, verrouillé mes réseaux sociaux. Ils existaient dans un univers séparé, un univers que j'avais consciemment choisi de quitter. La première fête d'anniversaire de Grace fut une petite affaire dans notre jardin. Ballons, gâteaux, famille et amis qui avaient gagné leur place dans nos vies. La sœur de James était venue de Portland. Ma meilleure amie de l'université a amené ses jumeaux. Tous ceux qui comptaient étaient là. Personne n'a posé de questions sur mes parents ou ma sœur. Les gens qui me connaissaient vraiment comprenaient que certaines absences étaient des bénédictions. Dana a envoyé une carte. L'un des rares liens avec mon ancienne vie que j'avais conservé. À l'intérieur, une brève note, tes parents ont vendu leur location et ont déménagé dans un état moins cher. Nathalie est partie avec eux. Ils parlent parfois de toi, se demandant où tu es et si tu vas bien. Je ne leur dis jamais rien. Félicitations pour Grace. Elle est magnifique. J'ai placé la carte dans une boîte à souvenirs. La reconnaissance d'un passé qui n'avait plus de pouvoir sur mon présent. Les années passeraient. Grace grandirait, rejointe finalement par un frère lorsque je suis tombée de nouveau enceinte 2 ans plus tard.
Une surprise qui a apporté à la fois de la joie et la terreur familière, bien que cette grossesse se soit avérée plus facile que la première. Nous avons construit une vie remplie d'amour, de stabilité et de gens qui comprenaient que la famille se définissait par l'attention, pas par la biologie. Les parents de James seraient Mamie Patricia et Papy William, présents à chaque étape, chaque anniversaire et chaque mardi soir ordinaire. Parfois, je repensais au dîner de Thanksgiving, au vin qui coulait sur mon visage et au rire qui résonnait autour de cette table. Le souvenir ne portait plus la douleur vive qu'il avait autrefois. Au lieu de cela, il semblait distant, comme quelque chose qui était arrivé à une autre personne dans une autre vie. Parce que, d'une certaine manière, c'était le cas. La femme qui était sortie de cette maison était brisée, en deuil, vulnérable. La femme que j'étais devenue était plus forte, plus affûtée, protégée par des limites infranchissables. Ma famille avait voulu que je ne sois rien, que j'accepte leur cruauté en échange de plus de cruauté. Au lieu de cela, j'avais choisi d'être tout ce qu'ils prétendaient que je ne pouvais pas être, réussie, heureuse, complète sans eux. La plus grande vengeance n'était pas d'avoir pris leur argent, ni d'avoir forcé la vente de leur précieuse maison du lac, ni de regarder leur entreprise s'effondrer. La plus grande vengeance fut de construire une vie magnifique dont ils ne feraient jamais partie, d'élever des enfants qu'ils ne rencontreraient jamais, de trouver la joie dans leur absence totale. Ils m'avaient jeté à cette table de Thanksgiving, et j'avais atterri quelque part de mieux. Au 5e anniversaire de Grace, elle m'a posé des questions sur mes parents en regardant un projet d'arbre généalogique de l'école. James et moi nous étions préparés à cette question. Parfois, les gens ne sont pas assez gentils pour faire partie de nos vies, ai-je expliqué avec soin. Alors, nous choisissons les gens qui nous traitent avec amour et respect à la place. Comme Mamie Patricia et Papy William ? Exactement comme eux. Elle a hoché la tête, satisfaite, et est partie en courant jouer avec ses cousins, les neveux et nièces de James qu'il adorait. Ce soir-là, après la fin de la fête et le coucher des enfants, je me tenais sur le seuil de la chambre de Grace, la regardant respirer. La veilleuse projetait des ombres douces sur son visage paisible. Elle ne connaîtrait jamais les gens qui l'avaient rejetée avant même sa naissance. Elle n'entendrait jamais les mots cruels ni ne connaîtrait la cruauté désinvolte qui avait défini mon enfance. J'avais brisé le cycle. C'était ma victoire. Quelque part, mes parents vivaient leur vie diminuée. Ma sœur se débattait avec les conséquences de ses choix. Et les proches qui avaient ri de ma douleur continuaient sans moi. Ils se racontaient probablement des histoires sur mon égoïsme, ma rancune, mon incapacité à pardonner. Laissons-les faire. Leurs opinions n'avaient aucun poids dans la vie que j'avais construite. J'avais quitté cette table de Thanksgiving brisée, mais pas vaincue. J'avais transformé la douleur en pouvoir, le chagrin en détermination. Chaque document juridique que j'avais signé, chaque limite que j'avais imposée, chaque porte que j'avais fermée avait été un pas de plus vers la liberté. Ils avaient voulu me détruire. Au lieu de cela, ils m'avaient libérée, et je n'ai jamais regardé en arrière.